Bienvenue sur notre tutoriel numéro 182 et aujourd'hui on va parler du temporal data. Alors c'est une fonctionnalité qui est apparue sur SQL Server 2016. Alors c'est conçu en fait pour conserver un historique complet des modifications qu'on a apportées aux données et en fait permettre l'analyse à un point dans le temps. Chaque table temporelle contient deux colonnes définies explicitement. Donc ça doit avoir deux colonnes de type datetime2. Donc ça comprend les queries update et delete. Et on peut déjà activer le temporal data, ce qui est pratique sur une table déjà existante. Donc quand on crée le temporal data sur une table, il crée automatiquement une table d'historique avec un eurodatage, avec le même schéma que la table activée. Il faut absolument qu'il y ait, par exemple si on le fait sur le schéma DBO, on crée un temporal data sur ce schéma, et ben, il va créer une table d'historique sur le même schéma. Donc ça peut être très pratique pour les audits. Qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce qui a été updaté, qu'est-ce qui a été supprimé. Donc on a un point dans le temps pour permettre de récupérer ces données, voir ce qui a été modifié. Et ça peut être modifié, ça peut être très pratique aussi en cas de crash recovery. On peut voir les modifications qui ont provoqué éventuellement un crash de la BDD ou soit des suppressions en masse. Donc ça peut être très pratique à ce niveau-là. La syntaxe, c'est une syntaxe qui est assez simple. Donc, par contre, chaque table doit avoir une primary key. C'est la condition sine qua non pour créer une table avec du temporal data. Il faut absolument avoir sur la table principale une PK. Et il faut deux colonnes horodatées en datetime 2. Donc ce sont des colonnes d'horodatage avec la syntaxe generated always on. Donc départ de la ligne et même syntaxe avec la fin. Donc on va mettre aussi une syntaxe period for system. Donc ça va être la déclaration de la période sur les deux colonnes horodatées. Donc ici c'est valid from, valid to. Et à la fin on met la table historique. Donc on lui dit sur quelle table historique que je veux créer, par exemple ici historique employé. Cette table historique va référencer toutes les modifications qu'il y a eu sur la table principale. Donc nous allons voir tout ça en démo. Qu'est-ce que ça donne en démo? Donc là j'ai créé une base temporal data. Donc sur cette base je vais créer, juste pour test, déjà je vais créer une table sans PK. Pour voir si, donc on voit ici la syntaxe, hein, j'ai rajouté deux colonnes en datetime 2 avec always arrow start et always arrow end. J'ai mis une période sur les deux colonnes, hein, valid from ici, valid to ici, avec un système de versionning sur une table historique employée qui va créer. Mais là, juste pour test, je vais la créer sans PK. Donc là, il dit clairement que une clé primaire doit être définie sur la clé temporelle. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter une PK qui est ici. Donc je crée la table employée avec toujours la même syntaxe. Donc là, la table a bien été créée. Donc si je vais au niveau Management Studio, je peux voir qu'ici, je vais faire un refresh. Ici, on voit que la table a changé en fait en contrôle de version par le système. Donc j'ai créé la table principale. Et si on regarde en dessous, si on déplie la table, on a une table d'historique qui a été créée. Donc qui est là en fait. D'accord? Donc il a créé sa table d'historique qui est en dessous. Donc cette table d'historique en fait où il va répercuter toutes les modifications qu'il y a eu sur la table principale qui est employée. Donc on peut aussi s'apercevoir que la table d'historique n'a pas de PK. Par contre il y en a bien une ici sur la table principale. Donc pour désactiver le versionning c'est très simple, donc il faut le mettre à off. Par contre quand vous le mettez à off, vous allez voir qu'il va créer deux tables. Donc il recrée une table d'historique comme une table classique. Donc n'oubliez pas de supprimer la table d'historique une fois que vous avez désactivé le versionning. Donc je vais dropper les deux tables.
Donc je vais créer une table avec une PK. Donc c'est une table classique et là nous allons voir comment transformer une table classique en table temporelle. Donc je crée la table, je insère des valeurs bidons, 10 valeurs, je fais un select, bon du classique, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc je vais créer en fait après je vais faire un alter de cette table. Donc je vais rajouter 2 colonnes, ici, en datetime 2. Donc la date, je vais mettre de 1900 à 9999. Je pense qu'on est assez large. Période for system, donc sur les 2 colonnes. Donc je fais l'alter. Donc j'active le versioning dessus, avec un historique de table employé history. Et donc c'est là, ça devient super intéressant. Donc si je fais un select from de l'employé, on voit qu'ici que c'est Gaël. Donc si je fais un select de la table historique, donc pour l'instant nous n'avons rien. Donc il faut bien retenir ce nom. Si je fais un update et un delete de cette table, donc on va voir que Gaël est parti dans la table d'historique et que Gabriel maintenant a été remplacé dans l'update ici. Donc on voit bien que l'update avait été pris en compte dans la table historique, donc il a bien historisé le nom Gaël, et le delete de la ligne 8 a bien été historisé aussi dans la table historique. Donc si je refais un select, donc on voit bien que Gaël est ici et que la ligne 8 a été supprimée. Donc la ligne 8 n'existe plus. Donc c'est là qu'on voit toute la puissance du temporal data, c'est que l'historisation fonctionne très bien. Donc de la beauté du temporal data aussi, ça aussi c'est merveilleux, c'est on peut déclarer un instant T, par exemple hier je voulais voir à quoi ressemblent mes données, donc je peux lui déclarer une variable, la date d'hier, date -1, pour voir à quoi ressemblait ma table avant les modifications la journée d'hier. Donc je joue la variable ici tout bêtement, et on voit que ici c'est ma table d'hier et que ici c'est ma table d'aujourd'hui. Donc on voit bien que le 8 qui a été supprimé n'est plus sur la table principale, enfin la table d'aujourd'hui, et que le gars a été remplacé par Gabriel. Donc on peut jouer avec cette syntaxe, for system time as off, donc qui permet de redater en fait vous pouvez mettre des mois, des jours, des heures, des minutes, c'est à vous de voir, mais on peut voir à quoi ressemble la table votre temps principal à un point dans le temps donné. Donc on voit quand même c'est très très puissant à ce niveau-là. Ensuite, bon ça c'est juste pour info, si vous voulez éventuellement cacher vos colonnes de redatage, vous pouvez mettre la syntaxe hidden. Donc ici, on est juste à mettre syntaxe hidden en anglais. Mon anglais est toujours aussi merveilleux. Donc je crée la table, donc j'insère 3 lignes avec la PK. Donc si je fais un select from de la table colonne cachée que j'ai créée ici, donc on voit que les colonnes de redatage n'apparaissent pas. Par contre, il y a juste simplement à mettre les tables de redatage dans le select, et là on voit qu'elles apparaissent. Restriction et limitation. Donc on a bien vu que la table pour le temporal data est obligatoirement une PK. Il faut bien lui créer 2 colonnes en datetime 2 pour le redatage. Concernant les triggers, list_in_dof n'est pas supporté. Le trigger after est supporté sur la table principale mais pas sur la temporal data. Les delete et les updates en cascade, file stream et les tables in memory pour l'instant ne sont pas supportés. Peut-être qu'ils le seront dans les versions supérieures. Et cela fonctionne bien avec toutes les nouveautés qu'il y a sur SQL 2016, Dynamic Data Masking, le Row Level Security, le Always Encrypted, ainsi que Stretch, tout ce qui est Azure. Donc voilà, j'espère que ça vous a permis d'apprendre plus sur le temporal data, et je vous dis à bientôt pour une prochaine formation. Allez, à bientôt.